Alors, et bon, du coup, malheureusement, au bout d'une semaine sous ECMO, il persiste une dysfonction cardiaque globale terminale avec dépendance complète de l'assistance circulatoire et aucune chance de récupération de notre patient. Quelle proposition thérapeutique faut-il évoquer? Donc, la transformation cardiaque. On va avoir un peu pareil le préopératoire, le post-opératoire immédiat en réanimation et sur le plus long terme pour les patients, parce que ça demandera un suivi quasi à vie. Alors déjà, la transplantation cardiaque, c'est la solution entre guillemets à l'insuffisance cardiaque terminale quand et seulement si tous les traitements proposés ne sont pas efficaces. En gros, c'est vraiment quand on est en échec thérapeutique, quoi, on n'arrive pas à régler l'insuffisance cardiaque avec tous les médicaments possibles. Donc le but de la transplantation, ce sera toujours d'améliorer la survie et la qualité de vie du patient. Et on va voir que c'est vraiment une approche très complexe avec plein d'intervenants, des vérifications dans tous les sens, parce que c'est très structuré, très réglementé, parce que ça reste quand même assez rare. Et du coup, donc 3 phases complémentaires du parcours de soins, le préopératoire, le post-op et le suivi à long terme. En France, du coup, la première greffe, c'était en 1968 et elle a survécu seulement 2 jours. Aujourd'hui, on dit que l'espérance de vie d'un patient greffé cardiaque, c'est 15 ans. Donc les progrès ont été vraiment considérables. Depuis 1968, du coup, il y a quasiment 15 500 greffes qui ont été réalisées. Et on estime qu'en 2024, en 2024, il y a eu 414 greffes cardiaques réalisées. On n'a pas trop de chiffres vraiment fixes sur le nombre de patients en liste d'attente pour un cœur. En tout cas, de manière générale, il y a quasiment 2000 patients sur liste de greffe pour cœur, poumon, foie, rein, de manière générale. Comme ça, il y a le cœur mat aussi. Le quoi? Le cœur mat. Non, ça. Intermat n'est plus commercialisé. Ah ouais? Ils viennent d'être rachetés, donc là, peut-être que ça va se relancer, mais bon, c'est un cœur artificiel. Et Et à Bichat, je crois qu'on fait, on demande à Fabrice, c'est peut-être une trentaine de pattes, je sais pas si c'est des chiffres exacts. par an, on est à 40, je crois qu'on est à 40. 40. 40. Ça a baissé, apparemment, par rapport à il y a 5-6 ans. La pitié, ils sont vers 200. Dans les 200 pitiés, on est à 40. C'est un petit peu la moitié. C'est plus gros, je pense. 200. Ouais. Mais en tout cas, Bien fait. ouais. Mais il y a quand même déjà pas mal de greffes qui sont réalisées, mais il faut dire que sur la liste d'attente, il y a encore plein de patients. En fait, il y a beaucoup plus de patients sur liste que de greffes réalisées, même si c'est déjà pas mal. Alors, le préopératoire, déjà, pour quel patient on va penser justement à la solution de transplantation? C'est pour les cardiomyopathies, les cardiopathies ischémiques et surtout, du coup, l'insuffisance cardiaque terminale, ou pour lesquels donc, les patients ont une qualité de vie très, très altérée. Ils ont un haut risque de mortalité dans les prochaines années, malgré, comme on disait, les traitements optimaux. Donc, on arrive vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. Plus rien ne fonctionne. Le patient, il reste très essoufflé. Il n'arrive pas à avoir une vie normale, pour son âge en tout cas. Et il reste très grave, très instable et il risque de mourir vraiment rapidement, quoi. Donc, on peut discuter le recours à la greffe. Il y a la New York, l'Association du cœur de New York a classé en 4 classes l'impact de l'insuffisance cardiaque sur la qualité de vie du patient. C'est assez discuté parce que ce n'est pas un argument à eux seuls. La classification, on ne dit pas le patient est classe 3, donc il va avoir la greffe. C'est juste un argument parmi d'autres pour témoigner de l'impact de la qualité de vie altérée du patient. En général, les greffes, on va en discuter à partir de la classe plutôt 3-4, parfois la classe 2, ça peut être un peu... Mais c'est assez subjectif, quoi. C'est des critères assez subjectifs. Mais en gros, c'est quand l'activité, elle est limitée et que même au repos, du coup, il y a des signes vraiment de souffrance et d'impact. Alors, du coup, donc, une fois qu'on se dit, bon, le patient, OK, on va pouvoir lui proposer une greffe, hein, c'est pas détonnant dans sa prise en charge, il va y avoir une énorme évaluation globale sur tous les plans, médical, psychologique, social, et pour être sûr que le patient déjà soit consentant, qu'il adhère au projet. Donc pour ça, on va vraiment lui présenter de A à Z le projet de greffe, ce que ça implique pour lui, dans sa qualité de vie, les risques, les bénéfices, mais l'impact à vie de la procédure, parce que lui aussi aura un rôle clé à jouer dans sa propre éducation thérapeutique. On va aussi s'assurer du coup de la stabilité psychosociale du patient. Est-ce que son mode de vie sera
adapté à l'observance vraiment très rigoureuse d'une greffe. Voilà, est-ce qu'il sera très observant ou pas? Est-ce qu'il a des habitudes de vie qui correspondront à un mode de vie sain pour maximiser le potentiel de greffe? Et il y aura aussi du coup les critères médicaux, cliniques et biologiques que nous, on va pouvoir déjà commencer à réaliser dans le service, avec notamment la biologie, l'imagerie. Et pour ça, dans le service d'ailleurs, on a un protocole de bilan pré-greffe avec plein de tubes à prélever. En général, c'est des bilans qui sont déjà préparés en maintenance et qui sont vraiment énormes. Et voilà, en gros, le but de ces examens, c'est vraiment de déceler des maladies ou des anomalies d'organes qui vont rentrer dans les contre-indications à la greffe. Donc, ça va compromettre la chirurgie ou le pronostic du patient à long terme, même avec une greffe. Donc, en gros, voilà, il y a toutes les sérologies. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. Franchement, ouais. Vraiment tout. Donc, tout ça, c'est pour les bilans sanguins, mais il va aussi y avoir. Après, c'est un peu relatif en réanimation. On ne fait pas tous les examens complémentaires là, qui sont présentés ici. On ne fait pas dans la ligne dentaire, par exemple. Donc, oui, tu as des complications et aussi tout côté immunologique, voir Ouais. l'intérêt du patient. Donc, voilà, on va essayer d'analyser un peu tous les organes par image. Souvent, on fait quand même le bilan. Il n'y a pas dans la ligne dentaire. Quel intérêt Ah, ça a? c'est des foyers infectieux. Alors, en réalité, c'est vrai qu'on va faire un scanner, un body scanner avec une utilisation, une sorte de DAT scan, un truc qui va faire devant ça. Mais voilà, on ne passe pas à côté du scanner body, le bilan sanguin, et après, c'est d'après. Voilà. Et voilà, coloscopie. Après, tout dépend du patient, de sa situation clinique, de ses antécédents, de son âge. Contexte, quoi. S'il est en réa sous ECMO, bah, voilà, les EFR. Par contre, le caté droite, c'est un peu pour me bien faire quand même, parce que ce ne sera pas la même chose s'il y a une grosse dysfonction droite. Ça peut être avoir des complications post-opération, c'est une complication. En gros, on analyse vraiment le patient de la tête aux pieds pour savoir s'il est en bonne santé, si ce n'est son cœur. Et du coup, donc, ces bilans-là, ils sont faits pour déceler les contre-indications éventuelles à la greffe. Il en existe des absolus. Donc, c'est toute forme d'incompatibilité du coup immunologique, anatomique et évidemment en fonction des greffons qu'on va pouvoir proposer. Une hypertension artérielle pulmonaire sévère et réfractaire au traitement. Une instabilité psychosociale sévère, mais ça, c'est un peu, ça peut être discuté. C'est vraiment par rapport au contexte du patient. Un foyer infectieux évolutif qui est non maîtrisé, ou une défaillance d'organes sévère, ou une maladie évolutive de mauvais pronostic à court terme. Et ensuite, des contre-indications relatives, l'âge, l'obésité, un VIH mal contrôlé. En gros, les maladies chroniques qui sont pas très contrôlées ou difficilement contrôlées. Il y a une autre question égyptienne. Oui, ouais, bah c'est là, hein, c'est le social. Ça peut être un peu discuté. Il y en a des absolus, mais des relatifs, mais c'est toujours le résultat d'une discussion, quoi. Cancer depuis moins de 5 ans, et dans les 50, ça, c'est la question. Et donc, si, avec tout notre bilan pré-greffe, ça va, et s'il n'y a pas de contre-indication absolue ni relative, en tout cas que ça a été discuté et qu'on part quand même sur le projet de greffe, on va pouvoir inscrire le patient sur la liste. Alors, pour ça, ça a un petit peu changé parce que jusqu'au 1er janvier 2018, on avait les attributions prioritaires des greffons aux patients en urgence vitale. Donc, en gros, c'était les patients sous ECMO avec beaucoup de noradré, d'obutamine, etc. Ils étaient considérés comme super urgence, 1, 2 ou 3 selon les critères de gravité. Et on distribuait les greffons aux équipes les plus proches du lieu de prélèvement. C'était un modèle géographique. Mais en fait, on s'est rendu compte que les super urgences, elles bénéficiaient d'un taux d'accès à la greffe vraiment très, très supérieur, alors qu'en fait, elles avaient un faible taux de décès, puisqu'elles étaient prises en charge par les assistances, l'ECMO ou les catécholamines, etc. Alors qu'en fait, il y avait plein de patients sur la liste qui, eux, n'étaient jamais en super urgence et qui, pourtant, avaient un fort risque de décès dans l'année, par exemple. Et en plus, il y avait pas mal de défauts d'appariement entre le donneur et le receveur parce que ça restreignait, la localisation géographique restreignait le choix d'attribution. Du coup, ça a changé depuis le 2 janvier 2018. Maintenant, c'est une liste d'attente nationale unique avec un algorithme qui prend en compte le risque de décès pendant l'attente de la greffe, le risque de décès après greffe, l'appariement du coup entre le donneur et le receveur et la durée de trajet entre le prélèvement et le receveur. Donc, c'est vraiment un mix de tout ça et c'est un peu plus complexe que le fonctionnement de la liste auparavant.
C'est pour que ce soit vraiment un ordre plus juste, qui ne pénalise quand même pas les patients qui vivent bien en attente de recevoir leur cœur. Parce que sinon, c'était vraiment que les super urgences qui passaient tout le temps en priorité. Et donc pour ça, il y a un nouveau score qui s'appelle le score SNAGC, Score national d'attribution des greffons cardiaques, qui est établi par l'Agence de biomédecine. C'est eux qui vont gérer toute la partie attribution des greffons. Et on attribue du coup les greffons par ordre décroissant dans cette liste. Pour le calculer, c'est un peu complexe. Il y a 4 types de scores qui sont calculés. Premièrement, l'index de risque cardiaque ICAR. En gros, c'est un peu le reflet du risque de décès dans la liste d'attente, le risque de décès pré-greffe. Il va être donc de 0 à 40, 40 étant le risque le plus élevé de décéder. Selon si par exemple on a une ECMO, si nos BNP sont très élevés, si on a un débit de filtration glomérulaire très altéré, une bilirubine totale élevée aussi. Ça, c'est des paramètres qui vont être qui vont nous augmenter le score et dire en gros, attention, ce patient-là, il est très à risque de décéder avant de recevoir sa greffe. Ensuite, un autre score du coup indépendant, c'est le score cardiaque composite brut, enfin pas indépendant du coup, on va voir après. Donc lui, c'est de 0 à 1000 et il y a 4 composantes, 2 pédiatriques qu'on ne va pas voir aujourd'hui et 2 adultes. Mais en gros, les pédiatriques, c'est une standard et une expert aussi. Mais donc pour les adultes, on a une composante standard. En gros, c'est tout patient de 18 ans ou plus avec un pronostic qui est prédit par l'index de risque cardiaque. Donc si on peut estimer sa gravité grâce à ces 4 paramètres-là. Et alors, si c'est un patient avec une ECMO, à partir du 13e jour, des points, donc, vu qu'en général, avec une ECMO, ils ont le maximum de points sur l'ICAR, ils ont en général aux alentours de 900 à 1000 points sur le CCV. Et à partir du 13e jour, ces points vont diminuer de 10% par jour. Donc, imaginons que c'est un patient qui est 1000 points, va perdre 100 points par jour à partir du 13e jour d'implantation de l'ECMO. Donc, il va chuter assez vite sur la liste. Et au 16e jour, son corps sera égal à 0. Voilà, donc quand on dit parfois que le patient passe très prioritaire quand il a une ECMO, en fait, c'est jusqu'au 13e jour. Ouais. Donc ça a été fait pour limiter la durée d'assistance par ECMO des patients qui attendaient super longtemps avec une ECMO cœur et en fait, ça induisait plein de complications. Et finalement, la survie post-greffe n'était pas incroyable, quoi. Et si le patient donc, à contrario, si le patient a une LVAD, donc par exemple un HeartMate qui n'est pas compliqué, donc qui vit bien avec, voilà, son score va être majoré à 750 points toutes les 5 propositions de greffon. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a une greffe qui va être proposée à un patient qui vit avec son HeartMate, mais que la greffe ne va pas se faire parce que, je sais pas, la compatibilité par contre n'est pas réalisable, tous les 5 échecs de greffe, en gros, les points du patient vont être remontés à 750. Ça lui permet de remonter souvent en priorité dans la liste sans passer des années et des années à attendre avec son HeartMate. Mais quand il y avait celle-là, on nous avait dit que quand il y avait des patients avec un HeartMate passé à la greffe, c'était des patients où la viabilité était amoindrie en tout cas. Oui, versus je fais la greffe directe, mais des patients qui ne seraient pas éligibles à la greffe directement. C'est pas le même patient. Donc en gros, c'est un peu pour contrer justement l'ancien système et ça facilite la greffe aux patients stables qui en fait étaient très lésés avec l'ancien système puisque c'était toujours les super urgences qui passaient en priorité et qui ne survivaient pas forcément. Et la deuxième composante, du coup, c'est la composante expert. Alors, c'est des situations cliniques qui sont un peu plus difficilement prédictibles par l'ICAR, qui sont non prises en compte, qui sont associées à un surrisque de décès ou de sortie de liste à cause d'une aggravation. Donc, typiquement, en réanimation, je ne sais pas, ça va être un patient sous ECMO avec des catécholamines qui se majorent, une fonction rénale qui s'aggrave, qui va avoir besoin de dialyser. Et dans ce cas-là, on peut faire appel à un expert. Donc, les médecins de la réanimation vont formuler sur le site de l'agence de biomédecine un formulaire qui va témoigner de l'état du patient qui s'aggrave et demander à cet expert de prendre une décision. Et au maximum, donc l'expert ne va jamais se déplacer, il ne va jamais venir en réa pour voir lui-même l'état du patient, mais ça va être grâce à ces informations fournies par les réanimateurs. Et en gros, cet expert-là, il va décider d'attribuer maximum 900 points au patient pour le faire remonter dans la liste en disant « Ah oui, là, c'est un patient qui a vraiment besoin… C'est un peu l'équivalent de la super urgence 1 quoi, à l'époque. Et donc, soit ces 900 points ils vont être délivrés immédiatement, si vraiment c'est une question d'heures, voilà, ou progressivement sur 1, 2 ou 3 mois. Et dans ces cas-là, ça va être chaque jour, le patient va gagner en proportion, je ne sais pas exactement combien c'est, mais en gros, chaque jour, il va gagner en points jusqu'à atteindre les 900 points. Voilà.
Ensuite, donc, le score cardiaque composite pondéré, donc CCP. Et en gros, on reprend le score CCP, donc de 0 à 1000 vu précédemment, et on va appliquer à ce score des filtres, donc plus de compatibilité cette fois, avec par exemple la différence d'âge entre le donneur et le receveur. Plus la différence est grande, plus le nombre de points diminue, parce qu'on estime que plus la greffe est difficile. La compatibilité de groupe sanguin aussi. On privilégie un groupe sanguin vraiment identique plutôt que compatible. Ça peut arriver, mais vraiment l'idéal, c'est un groupe sanguin identique. Et pareil, ça restreint un peu les attributions de greffon. Compatibilité morphologique, donc rapport taille du greffon et surface corporelle du receveur. Bah, pareil, si on veut greffer, je sais pas, une jeune de 24 ans, toute petite, avec un cœur d'homme de 40 ans, par exemple, bah, ça va peut-être poser des problèmes au niveau morphologique, même anatomie des vaisseaux, juste capacité d'accueil entre guillemets du cœur dans la cage thoracique. Et enfin, la survie post-greffe prédite du coup par un pôle d'évaluation spécifique de l'Agence de biomédecine, selon l'âge du receveur, son sexe, parce qu'un cœur de femme qui est donné à un homme, c'est de très mauvais pronostics, sa maladie initiale et son score ICAR du coup à la base. Et inversement. Non, inversement, c'est de meilleurs pronostics. Ouais. Ouais. Et en gros, si la survie prédite elle est inférieure à 50%, dans le dossier du patient, il sera inéligible à la greffe, en tout cas pour ce greffon-là. Il n'est pas sorti, enfin, il n'est pas exclu de la liste, mais en tout cas pour ce greffon, sur son dossier, ça sera marqué inéligible à la greffe. Ça évite de greffer des gens alors qu'on fait déjà de base que ça va pas fonctionner. Et du coup, tous ces scores-là permettent de calculer du coup le SNAGC, donc qui va être une interaction entre le niveau de priorité donné par ce fameux score CTP, qui résulte du coup du score ICAR et du CTB, et enfin de la durée de trajet entre le lieu de prélèvement et le lieu de greffe. Parce que le cœur, une fois qu'il va être prélevé sur le donneur, il y a à peu près 4 heures avant qu'il soit greffé. Donc selon où il est en France et tout, il faut prendre en compte quand même la durée du trajet pour que ce soit réalisable. Voilà, et donc ici on voit tout la petite chaîne de calcul, donc le score ICAR avec les dosages BNP, etc. Les composants selon adulte, selon standard ou expert. Ça nous donne le score CCB. Là, on a un donneur, donc on a un greffon, on applique les filtres qui résultent de l'interaction avec le receveur au score CCB qui nous donne le score CCP. Et ensuite, il y a le score final qui est calculé grâce à la durée de trajet. Voilà, qui va nous donner le score et on va proposer du coup au score de manière décroissante. Celui qui a le plus haut score sera le premier à qui on va proposer la greffe. Voilà. Alors, ensuite, du coup, il va y avoir du coup toute une étude de compatibilité qu'on aura déjà faite nous un peu auparavant avec le bilan pré-greffe, pendant aussi l'attribution du greffon, mais plus en détail. Donc déjà, le groupe ABO, le résus n'intervient pas pour les greffes cardiaques. La morphologie, donc on a vu la concordance poids et taille et aussi surface corporelle du receveur. Et surtout l'immunologie, donc ça c'est pour éviter vraiment un rejet sévère ou rejet hyper aigu. Donc il y a 3 notions clés, donc on va d'ailleurs beaucoup entendre en réanimation. Les antigènes HLA, donc c'est Human Leukocyte Antibody. C'est des protéines de surface sur presque toutes les cellules du corps qui permettent de distinguer les cellules du soi et du non-soi. C'est vraiment ce qui va détecter les corps étrangers. Et donc, plus les HLA du donneur sont différents de ceux du receveur, plus le système immunitaire va reconnaître le corps étranger et ça va impliquer une grosse réaction immunologique, donc un rejet. Mais donc, il peut y avoir on va voir après donc, les cross-match. C'est les tests de compatibilité entre le sérum du receveur, donc, dans lequel il y a les anticorps, et les cellules du donneur. Si le cross-match est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticorps destructeur, que la greffe elle est plutôt réalisable, possible. Et si le cross-match il est positif, les anticorps ils sont très actifs contre les cellules du greffon, et donc on a le risque de rejet hyper aigu et une greffe contre-indiquée. Et voilà, donc il y a des mismatchs qui sont acceptés si le risque immunologique il peut être contrôlé. On verra après, mais il y a pas mal d'outils qui peuvent nous permettre de réduire un peu ce risque immunologique, même si le cross-match il n'est pas négatif. Et ensuite, on a les anticorps du receveur, donc c'est les donneurs spécifiques DSA, qui sont les anticorps dirigés contre les HLA du donneur. Voilà, donc c'est les anticorps en gros du receveur qui vont combattre justement les fameuses cellules, les fameux antigènes HLA présents sur les cellules du donneur. Mais parfois, il peut y avoir il peut y avoir des moments où il va y avoir greffe et que bien après, il y a un rejet. Oui, on va voir après. Mais c'est toujours un peu ces anticorps, ces antigènes qui font un rôle. Voilà. Vous en entendez parler quand il y a
Et ça, d'ailleurs, on fait pas mal de contrôles sanguins, les DSA, les anti-HLA. Ouais. Mais est-ce que tu as un protocole même de post-greffe On va voir après aussi. Post- Ouais. Alors, si par exemple le cross-match justement est positif, si les anticorps contre le donneur mettent en évidence du coup une réaction inflammatoire, on va faire pour le patient un PRA, panel reactive antibody. Ça va ça va mesurer le pourcentage de donneurs potentiels contre lequel le receveur possède des anticorps. Donc on dit que le receveur il est très immunisé. Du coup un PRA élevé, donc si le receveur il est immunisé contre beaucoup de donneurs, ça réduit forcément les chances de trouver un donneur compatible. Et donc, il existe des stratégies pour permettre une greffe à moindre risque, même s'il y a un risque immunologique élevé. Donc, notamment ici, les séances d'échange plasmatique, les cures d'immunoglobuline et cures de rituximab ou inhibition du complément. C'est un rôle anti-anticorps. En gros, on va supprimer l'immunité du patient pour maximiser le risque que la greffe, le potentiel de greffe. Alors, le post-opératoire immédiat en réanimation, donc ça, c'est une fois justement que toute cette étude de compatibilité a été réalisée, que le projet de greffe il est acté, la greffe va être réalisée. C'est du coup un retour de bloc classique comme on vient de voir, mais il va y avoir un protocole du coup spécifique lié à l'intervention de transplantation cardiaque. Premièrement, c'est les traitements qui vont être mis en place. Il va y avoir l'immunosuppression médicamenteuse. Ça va vraiment être l'élément clé de la prise en charge médicale du patient pour éviter du coup les rejets. Quand le patient sort du bloc et les premiers jours, l'immunosuppression, elle va être très puissante, vraiment pour limiter le risque de rejet hyper aigu, parce que la réponse immunitaire, elle est la plus forte au début. En gros, les cellules du receveur, elles vont détecter pour la première fois les cellules étrangères du greffon, et c'est là que ça va créer une réaction immunitaire très élevée. Et donc, petit à petit, on va quand même diminuer l'immunosuppression du patient au fur et à mesure que le temps passe sans rejet, mais on va voir que ça implique des contrôles vraiment quasiment à vie du patient. Parce que l'idéal, c'est de vraiment trouver la balance entre l'immunosuppression qui évite le rejet et de mettre à plat complètement le système immunitaire du patient qui devient hyper fragile et qui favorise des infections. Des complications en post. C'est ça. Donc l'idéal, c'est vraiment la petite balance. Le traitement d'induction en réanimation, donc il y a le protocole effectivement qu'on va voir après, mais il y a notamment une corticothérapie à haute dose. Il y a un inhibiteur de la synthèse des purines, donc le CellCept. En gros, les purines, ça sert, c'est je sais pas si c'est une protéine, mais ça sert à l'énergie des cellules, ça sert notamment aux lymphocytes à se multiplier. Donc, si on inhibe leur synthèse, ça va empêcher les lymphocytes de se multiplier. Et en plus de ça, on aura, je ne sais pas si je l'ai écrit, l'anticalcinorine. Ah ouais. Parce que, en gros, donc, les purines, ça va empêcher la multiplication des lymphocytes et les anticalcinorines, c'est le tacrolimus par exemple, ça va empêcher aux lymphocytes restants d'agir. Voilà. Et le sérum anti-lymphocytaire, donc les thymoglobulines. Et si une infection en cours, un patient âgé, une thrombopénie pré-greffe ou une ECMO, souvent on peut mettre du Simulate. Ça ne désigne pas complètement. Les lymphocytes? Ouais. Le sérum anti-lymphocytaire. Ça ne va pas inhiber totalement. Ça inhibe leur action, mais ils sont encore là. Ouais. Ça les tue pas. On t'aura toujours des lymphocytes. Et voilà, du coup, le protocole, on a un protocole du coup après transplantation cardiaque de J0 à J8. Donc ça, normalement, les médecins le represcrivent sur notre pancarte tous les jours, mais on peut aussi nous le regarder. Et parfois, il peut y avoir des oublis, je ne sais pas, de cortico ou de CellCept ou quoi. On est vraiment, c'est bien de vérifier et de se dire, est-ce que à J3 de greffe, j'ai bien tout ce qu'il faut sur ma prescription? Est-ce que c'est pas un oubli? Enfin, voilà. Et on affiche sur la porte. Ouais, je l'ai toujours affiché. Donc on voit les thymoglobulines, le CellCept, les corticos, l'anticalcinorine, les traitements adjuvants, parce qu'on va voir après, mais il y a plein de prophylaxies à mettre en place. Là. Et pareil, les bilans spécifiques. Donc pareil, ça aussi on peut regarder, vérifier que c'est bien prescrit pour notre bilan du mat. C'est à l'arrivée, et après c'est hebdomadaire, sur le lundi on fait un peu de infectieux et Parce que donc on a vu le patient greffé, il est très immunodéprimé et sujet à de nombreuses infections opportunistes quand il revient de sa greffe. C'est pour ça qu'on va mettre en place l'isolement protecteur. Donc, on porte toujours un masque,
si possible une charlotte, une surblouse et des chaussures, mais bon, on ne le fait pas trop, j'avoue, en réanimation. On pense à mettre un plasmère dans la chambre et à, le plus souvent possible, garder la porte fermée. Et on met aussi la petite pancarte sur la chambre qui identifie l'isolement protecteur pour qu'on puisse faire le plus attention possible. Et ensuite, on met en place du coup plein de prophylaxies pour éviter la survenue de maladies opportunistes et les réactivations virales. Donc, quotidiennement, par exemple, on va mettre de la fingizone en bain de bouche pour prévenir la candidose buccale, du Bactroban au niveau des narines pour décontaminer, pour une décontamination de staphylocoque. On met aussi les gouttes autofin. Je ne sais pas si c'est pareil pour le staphylocoque dans les oreilles. Oui, on a vu. Oui, oui. Bon, voilà. Souvent, on a BOM, c'est ça. Bah, C'est un vrai, c'est une dans les oreilles? Ouais. bah, c'est au tout début, c'est les 5 premiers jours, je crois. Ouais. Bon, comme le Bactroban, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est le bof. Que les études dans le Bactroban, c'est pour les ovardiastinites. Hein. Normalement, on dépiste et après on fait plus ou moins. Là, il y a un switch, on fait pas de dépistage et on fait. Et une fois par semaine, du coup, donc on a vu, il y a plein de recherches spéciales, donc recherches congéniales avec les antigènes aspergillères, galactomannan, bêta-glucane, les recherches de réactivation virale, avec les PCR, HSV, tout ça. On administre d'ailleurs du valaticlovir à partir de J5 en prophylaxie. La corticothérapie, du coup, qui est un facteur de risque pour la pneumocystie recherchée dans le LBA, et pareil en prophylaxie du Bactrim à partir de J5. Pour le risque parasitaire lié à la corticothérapie, on va donner aussi une prise d'ivermectine aux patients. Et il y a pareil un risque de réactivation de primo-infection toxoplasmique. Donc on fait une sérologie H10 et il y aura aussi du coup le Bactrim à partir de J5. Voilà, donc entre autres, c'est les trucs qu'on met en place dans le service pour prévenir les complications. Les surveillances spécifiques, du coup. Donc, comme on a dit, le retour de greffe cardiaque, c'est finalement semblable à un retour de bloc classique, juste avec les isolements spécifiques. Donc, les risques restent les mêmes. La tamponnage de l'os hémorragique, donc pareil, on surveille les drains plus. Il y a une des complications vraiment primaires qui est très courante, c'est la dysfonction primaire du greffon. La dysfonction du greffon dans les 24 premières heures, donc le cœur ne se contracte pas et la fraction d'éjection du ventricule, elle est vraiment très très faible. Le risque post-opératoire, il est très élevé, ça soutient dans plus de 40% des greffes. Et cela survient quand le greffon n'a pas été réveillé en sang pendant un moment prolongé avant d'être greffé. Donc quand la distance, justement, elle est éloignée, quand ça fait quasiment 4 heures que le greffon il est sans circulation finalement. Et c'est aussi le cas quand il y a un temps de CEC très prolongé. Il y a un temps de clampage aortique aussi très élevé. Ça peut être transitoire et s'améliorer dans les 10 jours post-transplantation, mais souvent, quand il y a la dysfonction primaire du greffon, les patients ressortent avec une ECMO V1. Et d'ailleurs, quasiment la majorité, c'est très souvent. Ouais. Non. Ouais. De quoi? À dysfonction. Oui. Ça dépend du stade du grade de la dysfonction. Les mots en faute de transplantation cardiaque. Mais quitter. Ouais. Enfin, Ça peut être une solution. C'est pas le but, hein, pour biaiser. Oui. voilà. Je parle enfin. Mais en gros, donc, les signes de cette dysfonction primaire, ça va être l'instabilité hémodynamique, le patient très, très, très hypotendu. C'est ce qu'on a vu avec. Ouais, voilà. Et l'échographie, elle est très anormale. Le cœur est hypokinétique. Enfin, vraiment, il n'y a pas de contraction, quoi. Et du coup, des troubles du rythme qui sont repérables sur le CG. Et les traitements, donc l'ECMO ou l'introduction de dobutamine. Mais la dobu, on n'utilise pas trop en post-chirurgie cardiaque immédiat avec les sutures, les frictions fragiles. On veut. Ouais. Ça peut éviter une assistance, par exemple, tu vois, c'est bon. Par contre, sous ECMO, c'est vrai qu'on la baisse parce que tu es sous ECMO et ça expose aux effets secondaires, sauf si tu es en période de sevrage. Voilà, et donc une fois que tout s'est bien passé en réanimation, le rejet du greffon, il peut survenir le plus souvent les 6 premiers mois. Donc le patient est sorti de réanimation, mais il y a quand même un suivi qui est ultra important. Donc il y a une surveillance clinique régulière qui est nécessaire avec les premiers signes de rejet, ça va être des signes d'insuffisance cardiaque classique, mais qui vont être majorés. Fatigue, anorexie, CF, perte de poids, essoufflement, vraiment, finalement les mêmes symptômes que le patient avait avant d'être greffé. Des troubles du rythme, une échographie anormale si on a les moyens de les détecter. Et pour être sûr que le patient fait un rejet, il y a un diagnostic de certitude, c'est la biopsie myocardique qui est réalisée par le chirurgien cardiaque et qui va rechercher finalement une inflammation tissulaire typique du rejet. Et pour ce faire, du coup, le patient, donc sorti ou pas d'hospitalisation, il va être très régulièrement dépisté par des biopsies
AJ15, AJ30, une fois par mois pendant 6 mois, du coup les 6 premiers mois un peu décisifs. S'il n'y a aucun rejet après 6 mois, on va passer à une biopsie tous les 2 mois pendant 1 an post-greffe, 1 an plus 4 mois, puis plus de biopsies systématiques. Et en parallèle, à la même fréquence, on va rechercher aussi les anticorps anti-HLA. Donc on va voir si le patient commence à produire des anticorps dirigés contre le greffe. Vous voyez comment c'est une biopsie ou pas? Si. Parce qu'on peut trouver ça faire en jeu où on fait un petit Un petit fragment de jeu. Du coup, il y a 2 types de rejet. Le rejet cellulaire, qui est le plus courant. Il y a 3 stades d'avancement et de gravité du rejet, de 1 à 3, en fonction de si elle a descendu ou pas. Enfin, bon, c'est les stades d'avancement du rejet, quoi. Mais en gros, on va surtout avoir des lymphocytes T qui produisent une réaction inflammatoire et une lyse des cellules du greffon. Donc, ça va vraiment attaquer les cellules du cœur. Et ça va provoquer un gros infiltré inflammatoire avec des macrophages, donc cellules qui font en sorte qui mangent un peu la cellule, quoi. Et ça provoque une nécrose des tissus. Le traitement efficace du rejet cellulaire, c'est vraiment la corticothérapie. Et il y a ensuite le rejet humoral, donc c'est celui qu'on va plus voir en réanimation. C'est quand les anticorps du coup HLA du receveur vont être dirigés contre les antigènes de surface du donneur. C'est un peu le risque qu'on évitait, mais qui souvent se produit quand même. Donc ça attaque l'endothélium du greffon, donc la paroi du cœur, quoi, et les vaisseaux. C'est spécifique chez les patients hypersensibilisés. Donc, on avait vu au début qu'il y avait des patients qui étaient très immunisés, avec des PRA très élevés. Ben, c'est un peu spécifique à ces patients-là. Et en réanimation, on ne le fait pas, nous, c'est plutôt par dosage des anti-HLA, mais il y a aussi une confirmation par immunohistochimie. Donc, on fait une petite biopsie du cœur et c'est grâce à ça qui confirme vraiment que c'est un rejet humoral. Mais nous, on ne le fait jamais dans le sens. On se base vraiment sur les dosages DSA, HLA. Et du coup, on distingue des lésions capillaires avec un gros œdème pareil de l'endothélium et une accumulation de macrophages intravasculaires. Et donc ça, en traitement, il va y avoir les immunoglobulines, plus ou moins du coup les échanges plasmatiques et plus ou moins des anticorps monoclonaux. Et il y a un protocole d'ailleurs qui est mis en place dans le service qu'on peut rencontrer, c'est le protocole Marrakech. Voilà. Donc en conclusion, la transplantation cardiaque, c'est une prise en charge très complexe, une chirurgie très lourde, avec un parcours de soins long et multidisciplinaire à vie pour le patient. Donc ça va de la sélection hyper rigoureuse. On a vu que le patient il doit passer vraiment une batterie de tests, mais de A à Z pour être sûr que le bénéfice de la greffe va être le plus élevé possible. Et notre rôle, du coup, il est essentiel à chaque étape du parcours parce qu'on va un peu agir tout le temps, on va surveiller et agir, quoi. Et donc, de nos jours, la greffe, ça a permis une amélioration considérable de la qualité de vie. Et comme on disait, avant, c'était le premier patient a survécu 2 jours. Maintenant, l'espérance de vie d'un patient greffé cardiaque, c'est de plus de 15 ans environ, avec une bonne qualité de vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Merci. Ok. Vous avez des questions? La pensée? Voilà. C'est pas de question. Fini? Ouais. Alors, remplissez le